Très content de vous avoir, et vous êtes bien nombreux. C'est bien. Alors, l'objectif de la journée, résumons ça. Nous allons parler d'hypnose de façon générale, d'hypnose éveillée et conversationnelle de façon plus particulière. Alors, l'hypnose éveillée et conversationnelle, c'est quoi? C'est une façon de faire passer vos idées, de faire passer vos suggestions, de faire passer ce que vous voulez dans le cadre d'une conversation tout à fait normale. Dans un cadre où personne, quelque part, ne se rend compte de rien. Ce qui nous pose un petit souci. Lequel? Eh bien, c'est que, pour pouvoir vous expliquer quelque chose qui ne se voit pas et qui ne s'entend pas, si je le fais vraiment de façon à ce que ça ne se voit pas et à ce que ça ne s'entende pas, vous allez avoir du mal à le capter. Normal. Voir l'invisible n'est pas la chose la plus facile. Donc nous allons être obligés, nous sommes bien obligés quelque part pour pouvoir en expliquer le mode de fonctionnement, de passer par de le rendre visible. Alors, tant qu'à faire pour le rendre visible, on va le rendre très, très, très visible. C'est-à-dire que nous allons partir sur l'idée de choses que j'ai faites entre autres dans les conférences sur les salons. Une partie d'entre vous a assisté. Qui a assisté à la conférence, aux conférences sur le salon? Voilà. Oui, nous avons d'ailleurs là une de nos meilleures participantes. Voilà, elle nous a fait le plaisir de participer à une démonstration sur le stand. Delphine. Magnifique. Et à partir de là, nous allons faire quelque chose de très visible. C'est-à-dire, on va prendre des éléments qui viennent de l'induction rapide. Donc c'est une hypnose, tout ce qu'il y a de plus visible à la limite, je dis bien à la limite de l'hypnose de spectacle. D'accord? Quelque chose de rapide, de simple, qu'on voit, qu'on entend. Et on va les décomposer. On va décomposer ces éléments et on va les ramener à leur essence. On va les ramener à la base pour pouvoir vous commencer à vous montrer comment on peut repasser du très visible au totalement invisible. L'hypnose en soi, c'est quoi? L'hypnose, c'est d'abord un état naturel. D'un côté, vous avez l'état d'éveil, de l'autre côté, vous avez le sommeil. Et là, quelque part, entre les deux, je ne sais pas toujours trop bien où, vous avez des états de type, et je dis bien de type hypnotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, il y a l'hypnose telle qu'on la connaît. Ça veut dire aussi que il y a des gens parmi vous qui font de la méditation et des choses de ce genre-là. Ouais. Bien, vous rentrez dans un état de type hypnotique. Être dans un état de type hypnotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état où la notion d'inconscient prend à un moment donné le dessus sur le conscient. Le conscient et l'inconscient sont deux composantes permanentes et en permanente aussi interaction. Il n'y a pas de conscient sans inconscient, il n'y a pas d'inconscient sans conscient. Quelqu'un qui a juste le conscient, eh bien, c'est comme un ordinateur. Il y a une très belle carcasse, un très bel écran, un beau clavier, il n'y a pas de programme. Ça veut dire que c'est une boîte en fer vide. Gentil, mais il ne sait rien dire, il ne sait rien faire. Même un légume doit en avoir un conscient plus que ça. D'ailleurs, les légumes, c'est une chose intéressante. Il y a certaines expériences qui ont été faites sur les légumes qui montrent que, quelque part, il y a une forme de conscience dans les légumes. Bon, moi je trouve ça horrible, imaginez. Quand vous êtes en train de couper une carotte, le cri de la carotte qu'on décapite. N'y pensons pas. C'est horrible. Hein? Après ça, même les végétaliens ne savent plus rien manger. Bon.
peu sérieux. Ah oui, une chose est sûre. On va faire les choses très sérieusement. Mais je ne sais pas, vous avez remarqué, on va éviter de se prendre au sérieux. D'accord? C'est horrible. Ok? On peut autant travailler sérieusement, mais de la façon, si possible, la plus agréable possible. D'accord? Bien. Donc ça, c'est la partie, s'il n'y a pas, si vous n'avez pas d'inconscient, bon. Maintenant, si vous n'avez pas de conscient, qu'est-ce qui se passerait? Ben, vous avez ce même ordinateur, mais non, vous n'avez pas l'ordinateur. Vous avez toute une pile de programmes. Vous avez des tas d'informations qui sont sur le net, mais vous n'avez aucun support pour envoyer, vous, des informations ou pour les regarder. Donc ça veut dire que, à part si on se dit qu'éventuellement, Matrix, on se branche quelque chose dans la tête, et même là, il y aurait à nouveau un support. Donc ça ne marcherait pas non plus. Permanence, conscient, inconscient. Et en permanence dans la journée, nous naviguons entre les deux. Un schéma courant, pour expliquer ce qu'est l'hypnose, ben pour expliquer le conscient et l'inconscient, ça c'est un schéma courant, très courant. Inconscient, conscient. D'accord? On va dire que d'un point de vue statistique, c'est peut-être juste. Et je dis bien peut-être parce que finalement, bon, on n'en est pas forcément plus sûr que ça au niveau des proportions. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de parties inconscientes que de parties conscientes. Et heureusement pour nous. Imaginez que vous êtes sur la route, pour ceux qui conduisent, moi je ne conduis pas, mais c'est pas grave. Vous êtes sur la route, consciemment. Vous devez faire attention à ce qui se passe devant vous, à ce qui se passe derrière vous, à ce qui se passe sur les côtés. Savoir en même temps comment vous allez changer les vitesses. Bon, d'accord, avec une voiture automatique, c'est plus facile, mais quand même. D'accord? Écoutez les gens qui sont derrière vous, ou en tout cas essayez de ne pas les écouter au cas où. Pensez, vous êtes en train de penser en même temps à ce qui va se passer au rendez-vous auquel vous êtes en train d'aller, et vous êtes en même temps en train de réfléchir à ce qui s'est passé la veille pour pouvoir le réadapter. Si tout ça devait être conscient en permanence, bon, je crois que c'est le SAMU qui aurait beaucoup plus de travail. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, vous irez vous envoyer sur les murs. C'est impossible. L'inconscient prend en charge une énorme partie de ce que vous faites. De la même façon, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être un peu malade? De ne pas vous sentir tout à fait bien pour une raison ou pour une autre, à votre connaissance, bien sûr. Est-ce que vous l'avez choisi volontairement, consciemment? Non. C'est rare quand même le matin. Ça m'est arrivé quand j'étais mon service militaire un jour. Mais c'est autre chose. Mais c'est rare le matin qu'on se lève en se disant « Bon, aujourd'hui je vais être malade. » Et puis, crac, on se fait 39 de fièvre. C'est rare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein. Moi je l'ai fait. Oui. Il y a eu un jour, j'en avais ras-le-bol, c'était un lundi matin, je venais de rentrer, on avait permission le week-end. Je rentre à la caserne, le dimanche soir, le lundi matin, vraiment pas envie. Mais vraiment pas envie. Parce que je me réveille. Je suis malade. 3/4 d'heure après, j'avais 39 de fièvre. Maintenant, évidemment, le vendredi soir, je n'avais pas envie de rester coincé tout le week-end à la caserne non plus. Et il m'avait donné des médicaments et des machins, il ne comprenait pas comment ça ne descendait pas. Bon, le vendredi soir, il fallait quand même que je puisse retourner. Il ne m'aurait pas laissé partir si j'avais gardé. Donc ça veut dire que le vendredi matin, à temps avant le contrôle, ben, j'ai décidé de ne plus être malade. Et la fièvre est revenue à 36,5, 37. Voilà. Donc c'est faisable. Objectivement, c'est quand même rare qu'on fasse ça. La majorité du temps, si vous êtes malade, vous ne le demandez pas. En tout cas, pas consciemment. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est que être malade est un comportement. Comme tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons est comportement.
comportement, il y a toujours une raison pour laquelle vous l'avez. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, fait en permanence du mieux qu'il peut au moment où il le fait, avec les ressources qui sont à sa disposition et en fonction de son attente et de ses besoins et du contexte du moment. Nous ne sommes donc jamais d'ailleurs coupables de ce que nous faisons, mais nous en sommes toujours responsables. Chose importante. Oui, entrez. D'accord? Donc, vous voyez le principe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quelque part, puisqu'il y a toujours une raison, cette raison, elle va se situer là-dedans. Quel que soit votre comportement, il est censé vous permettre de régler un souci. Il est censé vous permettre de régler un problème, de trouver une solution à un besoin. D'accord? Si, à partir du moment où nous désirons utiliser des techniques d'hypnose. Les techniques d'hypnose, elles vont nous permettre quoi? Elles vont nous permettre de rentrer là. On va se dire une chose, c'est que là, à l'intérieur, c'est comme si vous aviez... Je ne sais pas si vous avez entendu parler que des sociétés comme Facebook ou Google ont installé des immenses hangars remplis de mémoire. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont toutes les informations sur vous, d'ailleurs, sur moi, sur tout le monde, qui sont stockées là. C'est immense, ça prend une place phénoménale. Et c'est au départ de ça, d'ailleurs, quand même, que nous avons accès à ces moteurs de recherche aussi. Eh bien, imaginez que dans votre inconscient, dans votre mental, vous ayez toute une série de ces serveurs informatiques. Chacun spécifiquement dédié à un sujet tout à fait précis et spécifique. Ce qui nous fait des milliards de petites cases dans lesquelles il y a des données. Ce sont toutes vos bases de données, ce sont vos ressources. À partir de ces ressources, vous allez prendre des décisions. Ça veut dire que vous avez donc toute une série de petites ressources qui sont toutes possiblement réunies sur une prise de décision. Cette prise de décision qui se trouve là quelque part. L'objectif de l'hypnose, c'est d'aller en direct à l'endroit où se prennent les décisions. Que ça soit pour changer un comportement, pour créer un comportement, puisque tout est comportement. D'accord? Eh bien, c'est là que ça va se passer. L'hypnose en elle-même, donc, elle va nous permettre de créer des portes d'entrée pour arriver là. Et puis, de pouvoir parler de la bonne façon, de pouvoir communiquer de la bonne façon pour créer les modifications nécessaires ici. Donc, en fin de compte, selon, évidemment, vos objectifs, soit vous devenez un pirate informatique, soit un reprogrammeur normal. Ça n'est jamais qu'une forme d'informatique. L'informatique étant d'ailleurs beaucoup moins puissante que ceci, puisqu'elle a été créée par ceci. La machine n'a pas encore dépassé le créateur. D'accord? Maintenant, présenté comme ça, c'est une façon de voir les choses. Mais, en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Parce que comme ça, on pourrait s'imaginer que, voilà, il y a toute la partie consciente, et puis on passe la frontière. Avez-vous quelque chose à déclarer? Une fois. Non? Eh bien, et on passe dans le pays de l'inconscient. Comme disaient les anciens au XVe, XVIe siècle, terra incognita. Terre inconnue. Ben non, c'est
pas tout à fait comme ça que ça se passe. Comment est-ce que ça se passe? Imaginez, ceci c'est le conscient. Et ceci, c'est l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a donc une interaction permanente entre le conscient et l'inconscient. Qu'il y a en permanence, à tout moment, les deux en même temps. Il n'y a pas cette séparation aussi nette. Et qu'est-ce qui va nous intéresser réellement dans le cadre des techniques hypnotiques? Au départ, en tout cas, c'est ceci. Ce sont ces petits points de jonction. Là où votre inconscient croise votre conscient. Des espèces de portes, on va dire, on pourrait presque dire là, c'est la porte vers une autre dimension. Mais quelque part, c'est un petit peu la façon, c'est un petit peu ça que toutes ces anciennes légendes, que toutes ces anciennes croyances ont retransformé. Les portes vers les autres univers. Mais quelque part, elles y sont, là. D'une certaine façon, c'est métaphorique, bien entendu. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la journée, d'abord, il y a plein de moments de la journée où vous êtes dans les états de type hypnotique. C'est naturel. Vous ne vous en rendez pas compte. Ou vous vous rendez compte, tiens, il se passe quelque chose. Je suis un petit peu dans le flou, je suis dans la lune. Vous montez dans votre voiture, vous montez dans le métro, dans le tram, vous êtes en train de penser, vous arrivez sur place, vous ne savez même pas comment ce qui s'est passé autour de vous. À la limite, il aurait pu se passer n'importe quoi devant vous, vous étiez, alors encore plus maintenant quand vous voyez le nombre de gens avec leur écouteur de MP3, ils sont là, dans le métro. Vous pourrez faire. Ils sont là. Ils remarquent rien. Ceci dit, ça nous arrive à tous, en effet, aussi, que c'est pas trop quand même. D'avoir. Vous remarquerez quand même que dans les métros, c'est ce courant. Hein. On a l'impression que tout d'un coup, les gens vont tomber morts, reine mort, si jamais ils n'ont pas sorti leur portable pour pouvoir envoyer le SMS qu'il faut pendant un quart d'heure pour dire « Je suis dans le métro, tu vas bien ?» Bon. En même temps, quelque part, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils rentrent eux-mêmes dans un autre état, dans un état modifié de conscience, à nouveau. Là aussi, il peut se passer n'importe quoi autour. Il n'y a plus personne qui va faire attention à ce qui se passe autour. Alors, donc vous êtes dans ces états-là plus que régulièrement. Vous êtes dans des états de type hypnotique. Simplement, comme vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous vous dites « je suis dans la lune ». Ok. Vous ne les utilisez pas. Vous n'accédez donc pas à, on va dire, 90 voire 95% de vos ressources. En tout cas, vous n'y accédez pas de façon consciente et volontairement consciente. Une fois que vous avez compris ça, évidemment, vous pouvez augmenter vos capacités d'une façon phénoménale. Vous pouvez augmenter vos résultats de façon phénoménale. Et bien entendu, une fois que vous avez compris ça, bien, vous pouvez amener vos interlocuteurs à modifier énormément de choses. Alors, je vais répondre tout de suite à une question qui n'a pas encore été posée, mais qui va l'être, parce qu'elle l'est toujours. Il y a quelqu'un, lors d'une des conférences du salon, qui m'a posé la question du fond de la salle. J'ai entendu une petite voix qui s'est levée et qui me disait « Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu de la manipulation ?» Ce à quoi j'ai répondu « Pourquoi un peu ?» C'est de la manipulation, bien entendu. Évidemment. Mais qu'est-ce qui n'est pas manipulation? Le tout étant de savoir à quoi on va l'utiliser.
Mesdames, je vais prendre cet exemple. Ce matin, avant de venir ici, vous vous êtes habillés quand même le plus correctement possible. Vous avez mis pour beaucoup un petit peu de maquillage. Vous avez quand même l'une ou l'autre choisi l'un ou l'autre vêtement, un bijou, quelque chose qui vous mette en valeur. Ce que vous faites d'une façon générale. Vous prenez une couleur qui vous correspond, vous prenez quelque chose qui vous met bien en valeur. Ok. Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Hors manipulation, vous viendriez pas coiffé, pas maquillé, et éventuellement avec un sac à patates sur la tête. D'accord? Manipulation. Nous allons à l'école depuis que nous sommes tout petits, où on commence à nous apprendre une série de choses. Soyons clairs, la matière en elle-même est neutre. La matière, elle est neutre. La façon dont on va nous amener à l'apercevoir est manipulatoire. Quoi qu'il se passe, nous sommes toujours dans un cadre de manipulation. Messieurs ou mesdames, je vais dire messieurs parce que oui, je fais partie d'eux. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez une jolie femme. Imaginons que vous soyez dans une disponibilité d'esprit et de corps. Vous allez avoir envie de la séduire. Mesdames, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous n'êtes pas forcément contre le fait de l'amener à vous séduire. Même s'il faut donner un petit coup de pouce, hein. Bon. Est-ce que c'est mal? Je ne pense pas. Est-ce que c'est manipulatoire? Certainement. Donc, cette notion de manipulation, on en a parlé tout de suite, comme ça on le sait. Maintenant, c'est les mêmes notions, c'est les mêmes techniques, bien entendu, qui vont être utilisées aussi bien par des gens qui veulent faire des choses positives et correctes, que par des escrocs. Ça c'est vrai aussi. Pas de raison. Que vous soyez honnête ou escroc, l'être humain, ça reste un être humain. Et ces outils sont les mêmes. Bien. À partir de là, comment allons-nous faire? Bien. On va trouver les moyens de rentrer dans le système. Une fois que nous serons dans le système, comment est-ce que les choses vont se passer? Imaginons la chose. Parce que là, je vais quand même vous demander un certain nombre de fois, sur cette journée, d'imaginer les choses. C'est mieux. Participer un petit peu quand même. Pour que vous puissiez, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, et que vous avez envie quand même qu'on reconnaisse que votre idée n'est pas forcément la plus mauvaise du monde. Vous ne voulez pas dire que c'est la meilleure, bien entendu. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'abord d'un contexte correct. Comme je parlais tout à l'heure, quand vous avez envie d'approcher quelqu'un et que cette personne est complètement enfoncée dans son téléphone portable, vous pouvez toujours essayer de lui parler, ça ne marchera pas. À la limite, moi je connais une mère de famille qui envoie un SMS à son gamin pour qu'il lève la tête à table. Bon, elle ne le fait pas systématiquement, mais elle l'a déjà fait, je le sais. Ça arrive. Donc, il faut un contexte correct. Dans le cadre de ce contexte, nous allons avoir besoin de quoi? D'abord, pour pouvoir faire passer une idée, il faut que la personne qui vous fasse face décide d'accepter. Il faut une acceptation. D'accepter au moins quoi? De vous écouter. Il faut qu'elle ait un minimum confiance en vous. Ne fût-ce qu'un strict minimum, hein? Qu'elle ne se dise pas, oh, j'écoute maintenant, c'est dangereux. À partir du moment de cela, nous partons de quoi? D'abord, nous allons attirer l'attention. Mais attirer l'attention ne va pas être suffisant, parce que attirer l'attention, c'est pas compliqué.
Regardez. Philippe, c'est ça, hein? Il fait ça. À un moment donné, tac, voilà. Il y a son œil qui est parti par là. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai attiré son attention. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Parce que attirer l'attention, c'est comme mon gamin. Moi j'ai un gamin de 2 ans et demi maintenant. Il est trop jeune pour que je puisse faire de l'hypnose sur lui, justement. La gamine qui est juste avant lui, elle a 5 ans, c'est elle qui commence à faire de l'hypnose sur nous, sur ses parents. Elle est douée. Il y a des moments où on se dit, mais attends, elle nous a eu là. Ouais. Bon. Le gamin, c'est plus instinctif, il fait des choses, mais il ne s'en rend vraiment pas encore compte pour l'instant. La gamine, elle le fait exprès. C'est qu'on se demande où elle a été chercher ça. Mais bref, le gamin, impossible. Pourquoi? Parce que même si j'arrive à attirer son attention un instant, il y a une mouche qui passe, c'est fini. Il la suit. J'exagère un peu quand même, hein, il n'est pas débile comme. En tout cas, pas à ce point-là. J'espère. Par contre, il est impossible d'absorber son attention. Absorber l'attention. Ça veut dire non seulement attirer l'attention, mais la garder. La garder suffisamment que pour pouvoir faire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder un chat dans les yeux? Non. Oui. Difficile. Très difficile. Le chat, il fout le camp. Tout le temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit avec lui. Non plus. Il n'aime pas ça, le chat. Pourquoi? Parce que quelque part, il se sent privé de sa liberté si on fait ça. Et que quelque part, donc ça lui fait une peur. Et ce que nous allons devoir faire, c'est ce qu'on appelle dépasser. Ce qu'on va appeler des facteurs critiques. Facteurs critiques, ce sont les objections, les peurs, tout ce qui peut mettre un frein à notre entrée dans le système, au passage de notre information, au passage de la communication. À partir de là, nous allons avoir besoin de quoi? Ok. Nous avons son attention, bien. Il nous fait confiance, parce que ça va un peu... Ici, ça va ensemble, hein. Donc on dépasse le facteur critique, il commence à nous faire confiance, suffisamment en tout cas pour commencer à nous écouter. Bien. Maintenant, pour arriver à le faire passer un message, puisque pour passer, là, nous venons de passer là, les portes. Donc nous sommes rentrés ici. À partir du moment où nous rentrons là, il va falloir activer le preneur de décision. D'accord? Activer le preneur de décision, comment allons-nous faire? Bien, évidemment, nous allons avoir besoin de stimuler l'inconscient. Et une fois que nous l'aurons stimulé, seulement à ce moment-là, nous allons pouvoir le guider. Pour pouvoir amener nos interlocuteurs, notre public, là où nous désirons les amener. Chose importante, bien entendu, pour pouvoir amener quelqu'un quelque part, je vous le rappelle, et je le rappelle souvent pendant les formations, il faut d'abord aller chercher là où il se trouve. D'accord ? Nous allons donc devoir repérer correctement comment fonctionne notre interlocuteur. Utiliser ce qu'il nous donne pour pouvoir l'amener là où nous désirons aller avec lui. Nous allons peu aujourd'hui parler de la partie guidage, bien sûr. On n'a pas le temps. Un petit peu. On n'a pas vraiment le temps. Une formation complète, c'est 18 jours. Hein? Et encore. À partir de là, on commence à travailler.
Nous allons surtout nous attarder sur les moyens simples des trois premiers éléments. Absorber l'inconscient, dépasser les facteurs critiques, et encore, là aussi, relatif, tellement de choses à faire dans ce domaine-là, et stimuler l'inconscient. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche. Ce qui est important, c'est de comprendre la structure. Les états hypnotiques, ils sont quelque part plus ou moins profonds, ça n'a pas beaucoup d'importance en soi, heureusement d'ailleurs. Il y a des choses très visibles, on l'a dit, ça va de l'hypnose totalement de spectacle à l'hypnose conversationnelle. Des hypnoses qu'on voit très fort, des hypnoses qu'on voit moyen. Alors au milieu, vous avez ce qu'on appelle faussement, quelque part, l'hypnose ericksonienne. Je dis bien quelque part, parce que bon, c'est très relatif à nouveau tout ça. Ce que beaucoup de gens appellent de l'hypnose conversationnelle, mais qui ne l'est pas vraiment, qui n'est que semi-conversationnel quelque part. Quand vous allez chez un hypnothérapeute qui s'installe en face de vous, qui vous regarde et qui vous dit « Voilà, c'est bien, respirez, profondément, c'est bien. En quoi puis-je vous aider ?» Alors d'accord, il vous parle, c'est une conversation, mais si vous ne remarquez pas qu'il est en train de vous hypnotiser, il y a quand même un souci. Il faut aller voir soit un ORL, soit un ophtalmologue. Quand même. Donc pour moi, ça n'est pas vraiment du conversationnel. D'accord? Et vous avez à l'autre bout, en effet, donc vous avez le pur conversationnel, où là, il n'y a personne qui voit rien. En soi, ce sont exactement les mêmes structures, les mêmes mécanismes. Une fois qu'on a bien compris ces mécanismes, alors il est très facile de passer d'une forme d'hypnose à une autre. Finalement, ça demande un petit peu d'exercice parfois pour passer de l'un à l'autre. On va éliminer l'une ou l'autre chose au départ avant de commencer à faire des exercices. 1. Il n'est pas important d'être totalement comme un légume trop cuit pour être en hypnose. La version chou-fleur trop étuvée n'est pas forcément la plus efficace. C'est plus bien grand-chose avec quelqu'un qui est dans cette phase. Ça peut être utile à certains moments. Bon, c'est clair que sur une table d'opération, il vaut mieux que la personne soit bien loin pour éviter de se réveiller avec le scalpel au mauvais endroit. Oh, un scalpel. Tiens. Sinon, ça peut surprendre. D'accord? Mais sinon, en général, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est le plus souvent utilisé, c'est évidemment l'hypnose semi-conversationnelle. Là, il n'y a pas de souci, en effet, bon, vous savez ce que vous faites, vous êtes chez un hypnothérapeute, bon, ça va. Vous savez que c'est un drôle de bonhomme qui va vous raconter des trucs bizarres et qui va vous parler sur une voix un peu étrange. Ok. Et vous risquez de vous retrouver dans un état. On me rappelle ma dernière tweet. Bon. Maintenant, ce n'est pas indispensable non plus systématiquement. C'est utile parfois pour aller plus vite, pour certaines choses. Et ça, c'est pour les thérapeutes. Maintenant, imaginez, vous voulez décider un client, vous voulez décider votre patron, vous voulez amener votre gosse, ou votre voisin, ou votre voisine, à faire un progrès vers quelque chose. Ben, elle n'a pas forcément envie d'être hypnotisée. Hein? Essayez, si vous voulez demander une augmentation à votre patron, d'arriver sur lui en lui disant « Vous allez dormir. Et vous allez me donner mon augmentation. » Tout à fait. Oui. Je suis sûr que ça marche à tous les coups. Mon œil. D'accord? Est-ce pour ça qu'on ne va pas pouvoir utiliser ce qui est naturellement dans nos capacités, ce qui est naturellement dans nos ressources? Ben non. Parce que votre patron ou votre voisin ou votre enfant ou qui que ce soit a aussi ces 90% d'inconscients qui prennent les décisions.
Donc, il va falloir y accéder autrement, sans que ça ne se remarque. Et peut-être que le chemin sera, lui, un petit peu plus long, un petit peu moins droit, moins direct, pour arriver au résultat. Mais ce résultat, il sera d'autant plus intéressant que la personne... Qu'est-ce que vous allez faire? Qui a vu ce film qui est passé qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus très bien maintenant, avec Leonardo DiCaprio, Inception, où en fin de compte, on rentre dans les rêves de quelqu'un pour modifier un mode de fonctionnement, en installant, en fin de compte, en faisant quoi? En installant une graine. On installe une graine et cette graine, elle pousse. Ce qui fait qu'au moment où elle arrive à la surface, qui a des enfants ici? Ou qui connaît des gens qui ont des enfants? D'accord? Ce que vous avez remarqué une chose, c'est quand on demande à un gosse de faire quelque chose d'une façon très claire, très nette, très précise, les 3/4 du temps, il va falloir le répéter peut-être 1 ou 2 fois, si ce n'est pas beaucoup plus. Et encore, on n'est pas sûr d'avoir le résultat. Pourquoi? Et ça dépend encore de leur âge, bien entendu, mais évidemment parce que, du haut de ces... à partir du moment où ils savent le monde. Hein. Moi, j'ai déjà ma gamine de 5 ans, c'est ça que ça me fait... non, non, mais je sais ce que je dois faire. Non, attends, moi je sais, moi, je suis une grande. Plus besoin de me le dire, hein. Je sais ce que je dois faire. Oui. Bon. Et ça va de pire en pire en grandissant. Hein. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous n'arriverez à leur faire faire réellement et facilement quelque chose qu'à partir du moment où ils sont persuadés de l'avoir décidé eux-mêmes. Les gens adorent acheter. Ils ont horreur qu'on leur vende quoi que ce soit. D'une façon systématique. Vous avez déjà été dans ces magasins où automatiquement il y a un vendeur qui arrive sur vous et qui vous fait bonjour, je peux vous aider? Non. Non, je regarde. Très mauvais vendeur. Mais il y en a beaucoup, hein. Beaucoup trop. D'accord? Pourquoi? Parce qu'automatiquement vous le voyez arriver avec ses grands sabots. Et vous vous dites, celui-là, il va essayer de me vendre quelque chose dont je n'ai pas besoin. Il va essayer de m'avoir. Facteur critique. D'accord? Donc, ça ne va pas. Si le vendeur s'y prend bien, c'est vous qui allez lui dire, finalement, ok, ça m'intéresse ce truc-là, où est-ce que je peux signer pour l'acheter? Il faut qu'ils y prennent bien. D'accord? Ce que vous n'avez pas décidé par vous-même sera beaucoup plus difficile à faire passer. Vous êtes prêts à écouter tout le monde? Bien sûr, on est toujours prêts à écouter les autres, nous vivons en société, nous sommes des gens sociables. Bien. Nous sommes prêts à écouter. Mais sommes-nous prêts à décider qu'est-ce que nous allons réellement accepter? Nous n'accepterons que ce que nous aurons conclu par nous-mêmes de ce que les gens nous ont dit. Prenons un exemple. Delphine, tu es actrice, je crois, dans ce domaine-là. Pour arriver, tu fais un métier où finalement vous faites passer énormément d'idées. D'accord? Si une pièce de théâtre est trop engagée, trop directement engagée, elle va toucher qui? Objectivement. Elle va toucher ceux qui sont déjà... Ceux qui sont déjà convaincus. Déjà convaincus. On est d'accord. Elle va toucher les gens qui finalement vont se dire, ah ben oui, ils pensent la même chose que moi. Donc ça marche. Par contre, une bonne pièce de théâtre qui vous amène quelque part à vous identifier à un personnage,
quelque part vous amène à imaginer que, et si c'était possible? Et si c'était possible? Et finalement, oui, je suis d'accord, c'est peut-être un peu. Mais comme je m'identifie, je finis par oublier que c'est un personnage. Ce qui fait d'ailleurs le fait de mon métier, c'est d'arriver à créer ça. Le fait de faire que l'individu en face de nous, que le spectateur, et nous sommes en permanence dans une forme de comédie permanente. La vie n'est qu'une comédie permanente. Bon, essayons de ne pas la transformer en drame permanent, justement, en tragédie. Avant, les fameuses tragédies grecques étaient censées représenter l'humanité telle qu'elle était. C'était pas sympa, hein? À des moments, on se dit quand même, on préfère ressembler à Louis de Funès qu'à Eurydice, hein? Plus marrant. D'accord? En même temps, on s'identifie. Et là est tout le travail. Arriver à amener la personne à décider par elle-même de ce que vous voudriez bien qu'elle décide. Maintenant, idéalement, il vaudrait mieux que ce soit valable pour les deux. Hein. Que ce soit valable pour vous, mais bien pour elle aussi. Sinon, on appelle ça de l'arnaque. D'accord? On appelle ça de la manipulation négative. Ceci dit, c'est déjà en utilisation partout. Hein? Marketing, publicité, politique. Tout le monde utilise ce genre d'outils. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a que des politiques, en effet, il y a des très grosses boîtes qui utilisent ça. Mais finalement, les autres les utilisent, mais sans savoir trop. Ce dont nous allons parler, c'est de vous permettre de rentrer dans le système qui permet de vous aussi l'utiliser. Mais de comprendre aussi comment on l'utilise sur vous. Parce que c'est important. De vous offrir les choix. De vous offrir la porte des choix. Vous pouvez choisir de ne pas. Vous pouvez choisir de faire choisir l'autre aussi. Bien. Alors, on va commencer par une petite démonstration. On va commencer par un truc tout simple. On va partir donc sur base. On va faire à partir de maintenant, on va partir sur base donc d'une démonstration. Je prends, il y a quelqu'un qui est d'accord évidemment, qui vient près de moi. On fait une démonstration. Je vous montre comment on fait. Vous vous levez, vous le faites. Et on explique comment ça marche. D'accord? Et comme ça vous comprenez. Ça va vous permettre aussi de réaliser que tout le monde est hypnotisable. Que tout le monde est hypnotiseur. C'est pas un don l'hypnose, hein. C'est une technique. Un don, je ne saurais pas vous l'enseigner. Une technique, c'est possible. Bon, évidemment, comme pour tout, hein, il y a des gens qui sont un peu plus doués que d'autres. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Einstein ne savait à peu près pas lire ni écrire jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Il a que seulement commencé à comprendre comment on faisait 1 plus 1 à cet âge-là. Il a démarré tard, mais il est arrivé loin. Ok? Donc, tout le monde a cette capacité. 2, je vous rappelle, avant de commencer les exercices, personne à aucun moment ne peut jamais arriver à vous faire quelque chose qui va réellement à l'encontre profond de vos convictions les plus réelles. D'accord? Ça ne marche pas. La personne sort de l'état immédiatement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout un travail pour arriver à amener la personne à décider par elle-même. Si vous l'obligez à décider de quelque chose, ça ne marche pas. Donc personne ne peut vous obliger, en tout cas en un temps aussi bref, à faire quelque chose qui va réellement à l'encontre de vos convictions. Personne ne s'est jamais pas réveillé. Hein? Sauf si vous aviez vraiment sommeil. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous vous endormiez et que vous vous réveillez un peu plus tard. Mais si vous vous endormez, c'est plus de l'hypnose. J'ai quand même pendant très longtemps
eu beaucoup de clients en thérapie aussi, en consultation d'une façon générale. Moi, si quelqu'un s'endort devant moi, je suis obligé de le réveiller, je ne sais plus travailler. Hypnotiser n'est pas endormir. D'accord? Sinon, en effet, l'éveillé conversationnel, ça ne marcherait pas. C'est important à bien comprendre. L'hypnose est un état naturel. Alors, vous avez tous quelque part une idée, un a priori, sur à quoi ça ressemble quand on est dans ces états-là. Ce qui crée aussi, éventuellement, consciemment ou inconsciemment, ce qui crée des peurs. Ouais, mais il risque de prendre le contrôle sur mon esprit. Hein? Là, il y a ça dans au moins 80% des têtes. Même si vous vous en rendez pas compte. Essayez de ne pas penser à à quoi peut ressembler l'état d'hypnose. En tout cas, pas au départ. Testez-le avant. Parce qu'il y a plein de gens, je vais vous donner un exemple. Il y a plein de, vous savez, il y a des exercices, on va le faire tout à l'heure, bien sûr, où vous avez la personne qui se retrouve tout d'un coup avec bras en l'air. C'est sympathique d'avoir un bras en l'air, c'est décoratif, vous mettez ça dans le salon. Si vous le faites avec une main retournée, vous pouvez déposer un pot de fleurs aussi. Ça ne sert pas à grand chose d'autre en plus, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai régulièrement, dans les expériences, la personne qui est là, vous voyez que vous ne m'avez pas eu. Je ne suis pas en état d'hypnose. D'accord, vous n'êtes pas en état d'hypnose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait ce bras à cet endroit-là? Quel bras? Celui-là. Là. Ah. Oh. Réalise seulement après que tout d'un coup. Pourquoi? Simplement parce que l'attente que la personne avait d'être dans un état d'hypnose ne correspond pas à ce qu'elle vit sur le moment. Donc, si cette attente ne correspond pas à ce que vous vivez, vous n'aurez pas l'impression d'y être. C'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, l'efficacité et la puissance du conversationnel. Puisque pour la majorité des gens, dont maintenant, à partir de maintenant, vous n'allez plus faire partie, être hypnotisé, c'est être assis en face de quelqu'un qui vous parle bizarrement et se retrouver dans un état semi-conscient. Puisqu'ils ne ressentent pas cette notion-là, puisqu'ils ne ressentent pas cet effet-là, ils ne sont pas hypnotisés. Donc vous pouvez y aller. Vous avez levé un gros facteur critique. Vous allez éliminer la méfiance par rapport à l'effet hypnotique. Bien, alors j'ai besoin d'un ou une volontaire. Allons-y, gaiement. Bon, attendez, il est 11h, je viens de parler pendant trop longtemps déjà. 1 heure, c'est déjà trop. J'ai presque pas fait d'arrêt. Normalement, pour être vraiment persuasif, vous vous rendez compte? J'enseigne des choses et je ne les applique pas toujours. C'est honteux. 19 minutes. Toutes les 19 minutes, il faudrait que je fasse un exercice. Il faudrait que je change le rythme. Il faudrait que je modifie quelque chose. Parce que votre capacité d'attention maximale pour capter vraiment tout ce que je dis est de normalement de 19 minutes. En même temps, comme j'ai utilisé d'autres... Est-ce que vous avez remarqué les tonalités de ma voix? D'accord? Est-ce que vous avez remarqué les différentes façons dont à certains moments je m'arrête, dont je mets des silences, dont j'augmente ou je diminue les... Et vous allez voir, je suis sûr que vous n'avez pas tout remarqué par rapport à la façon dont j'utilise les mots. Bon. Donc ça me permet d'augmenter, évidemment, ce temps de 19 minutes. Mais il ne faut pas exagérer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une petite pause de quelques minutes maintenant, une dizaine de minutes, pour permettre à ce que nous venons de dire de s'intégrer. Et puis, je reposerai la question fatale, qui est volontaire.